Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, c'est comme vous le savez, l'analyse et le commentaire de l'actualité de la semaine tel que traité par la rédaction de STV à l'aune du regard de l'invité. Ce dimanche, nous allons grandement parler de la décentralisation des conseils régionaux, municipaux et puis bien au-delà, de cette nouvelle politique d'orientation qui, comme vous le savez, souhaite plus de développement au Cameroun. C'est simplement à l'occasion de l'année 2 ans plus 6 mois des dernières élections municipales de 2020. On va faire une forme de bilan et puis des projections, ce sera avec l'invité. Mais entre autres sujets au menu de ce soir, nous allons reparcourir, je l'ai dit, quelques actualités. Il y a d'abord eu cette explosion d'une bombe artisanale au marché central de Douala. C'était jeudi. On va essayer de commenter cela. On parlera de la journée de la décentralisation annoncée pour le 10 août prochain, ici à Yaoundé. C'est la journée africaine de la décentralisation dans sa 11e édition. L'installation des sous-préfets, Douala 1er et Douala 4e et bien d'autres actualités comme cette polémique autour du beignet haricot bouilli. Voilà ce qu'on fera avec l'invité. C'est Vincent Yende. Il est conseiller municipal à Douala 3e, non moins cadre du PCRN. Il est invité ce dimanche. Bonsoir Vincent. Bonsoir M. Dipita. Merci infiniment d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur votre prestigieux plateau. Peut-être avant de commencer, quand on est un conseiller municipal de l'opposition au Cameroun, à Douala, est-ce que c'est facile de se déployer? C'est cela. D'accord. En réalité, si vous contrôlez une mairie, on suppose que c'est vous qui avez la gestion dans le contrôle de cette mairie. Vous pouvez donc vous déployer beaucoup plus facilement. En ce sens qu'au moment où vous allez aux élections, vous venez avec un projet de société, vous venez avec un plan de développement pour la commune. À partir de ce moment-là, vous veillez à sa mise en application. Maintenant, lorsque vous partagez une mairie, comme c'est le cas pour nous à Douala 5e et à Douala 3e, et que vous êtes en infériorité numérique, en réalité, il est difficile pour vous de vous déployer. Vous êtes observateur? Pas seulement observateur, mais vous menez des actions qui, très souvent, peinent à aboutir. Vous savez, on se déploie à l'intérieur du conseil, on se déploie à l'intérieur des commissions dans lesquelles on participe aux travaux. Donc, on participe au débat, on essaye de mener la contradiction, mais très vite, on se fait submerger, n'est-ce pas, par ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont la majorité absolue et qui peuvent donc faire passer toutes les délibérations sans avoir besoin de notre avis. Est-ce que cette étroitesse en termes de déploiement dans la vision que vous aviez lorsque vous portiez candidat est un motif de regret, est un motif de se dire, peut-être comme d'autres partis politiques, pourquoi sommes-nous allés? Non, du tout. Au contraire. Vous savez, on a toujours fait le reproche au PCRN, jusqu'à un moment donné, de n'avoir jamais rien géré, de n'avoir participé au fonctionnement d'aucune institution. Et donc, il était difficile de porter des jugements, n'est-ce pas, qui étaient fondés sur la réalité, sur le vécu. Bon, donc, le fait d'être à l'intérieur d'un conseil nous permet déjà d'avoir accès à l'information. L'information sur ce qui se passe au niveau de la commune, l'information sur les activités, n'est-ce pas? Et puis, il y a un certain apprentissage que l'on fait en réalité. Il y a un certain apprentissage de telle sorte que si d'aventure, et nous n'avons pas de doute là-dessus, on venait à arriver à la tête de cette mairie, que nous sachions déjà sur quoi nous appuyer. Donc, c'est une très bonne chose d'être là et d'apprendre aux côtés de ceux qui sont là. Et surtout, de porter le débat, de porter la contradiction à l'intérieur du conseil municipal. Je suggère qu'on prenne le premier stop de l'émission. On va parler de la journée africaine de la décentralisation avant de revenir sur les détails avec vous, monsieur le conseiller. La journée de la décentralisation africaine, donc la 11e édition, se fera le 10 août. Elle est couplée à la
journée des actes de naissance, deux problématiques fondamentales dans notre pays, comme le Cameroun, des problématiques qui, évidemment, au quotidien, peinent à se mettre en place. Suivez ce reportage à Yaoundé d'Olivier Bouzique. Dès le 10 août prochain, la ville de Yaoundé va abriter la 11e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette édition se tiendra dans un contexte marqué par un malaise général qui affecte la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Le plaidoyer majeur des communes et villes unies du Cameroun auprès du gouvernement demeure obtenir un transfert de ressources et de compétences en leur faveur. Et parmi ces ressources figurent en bonne place les 15% prévus dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation. D'autre part, les CVUC vont poursuivre les discussions avec les pouvoirs publics afin de revoir la problématique du guichet unique tel que prévu par le Code spécial des marchés publics. Pour promouvoir le développement de la localité, les CVUC ont déjà engagé une série de partenariats avec les entreprises et autres partenaires internationaux dans le cadre de la coopération décentralisée. Nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs qui veulent venir au Cameroun pour travailler avec les communes, pour travailler avec des structures que nous allons mettre en place pour le développement de notre pays. Nous voulons apporter une partie des réponses au changement économique du Cameroun à travers l'action dans nos territoires. D'autres accords de partenariat pourront être ficelés au cours de la semaine dédiée à la décentralisation, placée cette année sous le thème « Faire de la sécurité alimentaire une priorité essentielle pour le développement de la coopération territoriale ». Seulement, cet événement se tiendra concomitamment avec la 5e édition de la Journée africaine de l'enregistrement des faits de l'état civil et de la production des statistiques de l'état civil. Plusieurs milliers d'enfants sont aujourd'hui sans acte de naissance du fait des multiples crises, notamment sécuritaires. L'occasion sera ainsi donnée de faire le point sur les réformes engagées par le gouvernement dans ce sens. 9 février 2020 et 7 juillet 2022, près de 2 ans et 6 mois donc, que les dernières élections municipales ont eu lieu au Cameroun. Vincent, regard rétrospectif, quel bilan? Écoutez, le bilan, il est mitigé. Le bilan que nous pouvons faire. Déjà, nous nous félicitons de notre décision de participer à cette élection, parce qu'il ne vous a pas échappé que ceux qui estimaient qu'il ne fallait pas y prendre part évoquaient notamment la crise au nord-ouest et au sud-ouest et ce fameux code électoral qui, pour eux, n'était pas de nature à favoriser une élection transparente. Oubliant que quelques mois plus tôt, ils s'étaient déclarés vainqueurs d'une élection. Pourtant, nous, les raisons qui nous ont poussés à prendre part à cette élection, justement, c'était le fait que nous avions, quelque temps auparavant, pris part au grand dialogue national qui avait abouti, n'est-ce pas, à l'adoption de la loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et c'était une occasion, justement, de donner un coup de pouce à cette décentralisation que nous souhaitions, tous avec le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais au-delà, vous savez, depuis 2017, l'honorable Cabral Libi a mené une campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Cette campagne s'est poursuivie jusqu'au mois d'août de 2019, date de clôture des inscriptions sur les listes électorales. Et quelques semaines après, quelques mois après, on a donc convoqué le corps électoral. Il était tout à fait logique que nous restions dans cette lancée, nous qui avions demandé aux gens de s'inscrire, n'est-ce pas, de participer à cette élection. Alors, le bilan que nous pouvons donc tirer aujourd'hui, tel que je l'ai dit, je vais peut-être me répéter, nous avons eu raison de participer à cette élection, ce d'autant plus qu'au sortir de cette élection de 2020, le PCN s'en tire avec plus de 200 conseillers municipaux, plus de 5 mairies, 5 députés au niveau de l'Assemblée nationale et tout un ensemble de personnes qui participent directement, n'est-ce pas, au bien-être des populations. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, faute de nombre, nous faisons prévaloir la pertinence dans nos différentes interventions. Et
desquelles interventions, quelquefois, ont réussi à faire reculer le gouvernement. Je voudrais parler du projet de la forêt des Baux qui a finalement été annulé. Et puis, il y a d'autres prises de position à l'intérieur de ces institutions qui nous rendent beaucoup plus audibles que si l'on était resté à l'extérieur de ces institutions. Et maintenant, pour ce qui est des mairies que nous contrôlons, il est de notoriété que dans nos mairies, n'est-ce pas, il y a un développement qui est implémenté dès la base et qui favorise, n'est-ce pas, le développement dès la base des populations. Donc, d'une manière générale, nous, au PCN, on peut tirer un bilan favorable, n'est-ce pas, de cette participation aux élections. Maintenant, notre participation dans les autres institutions également, tel que je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est un moment pour nous d'apprendre, de nous exercer. Et ne l'oubliez jamais, nous avions un problème, c'est celui de la surveillance et du contrôle du vote. Mais le PCN aujourd'hui a de la ressource en la matière. Nous avons participé à une élection, nous savons quelles ont été nos limites. Nous savons là où nous avons fauté. Nous savons ce qui a constitué notre force, de telle sorte que nous sommes mieux aguerris. Pour une prochaine élection, on ne commettra certainement plus les mêmes erreurs de 2020. Donc, en termes de bilan, voilà, de manière sommaire, ce qu'on peut tirer comme... Avant peut-être de parler de vos actions au-delà du parti, dans l'introspection, pardon, on va peut-être parler de 2 ou 3 actualités qui n'ont pas forcément été favorables. On a vu ces mairies dans le Nion-Ekele, ces conseillers municipaux qui n'ont pas toujours été d'accord avec le parti, qui a suscité beaucoup de grincements dedans. On a pu l'observer. Je veux dire que de ce point de vue-là, on ne peut pas non plus se dire que c'est un long fleuve tranquille. L'exercice de la fonction politique de proximité au regard des enjeux politiques locaux. C'est une bonne chose que nous soyons frottés à cette réalité-là. Et on pourrait tirer une conclusion hâtive pour ce qui est de cette commune, sauf que, à bien y voir, aucun maire n'a jamais eu de vie tranquille à Ezeka. Le maire d'avant, il était du RDPC. Avant cela, c'était un maire UPC. Tous ont connu les mêmes problèmes. On sera amené à se poser si cette ville-là, s'il n'y a pas une espèce de malédiction qui pèse sur cette ville, sur cette commune. Ou alors, est-ce que tout ce qu'on a souvent entendu des populations de cette localité n'est peut-être pas vrai dans ce sens de leur quête de liberté, de leur quête d'indépendance, qui veulent toujours, n'est-ce pas, prendre leur distance par rapport à ceux qui dirigent, à ceux qui gouvernent. Donc, nous pensons qu'à Ezeka, n'est-ce pas, c'est tout simplement une habitude malheureuse, n'est-ce pas, qu'ont les populations de ce côté-là. Mais nous croyons que très rapidement, ce problème va trouver une solution. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une mairie que nous contrôlons et nous sommes effectivement confrontés aux réalités. Et le PCN n'est pas seul dans cette situation. Il y a d'autres partis qui l'ont connu et des maires qui ont été évincés. Il y a des maires du RDPC, au moins 2 ou 3, qui ont été évincés avant les 24 premiers mois. Donc, ça, c'est les difficultés de la réalité de l'exercice du pouvoir. Vous avez environ 5 mairies. À la pratique quotidienne, donc, je veux dire que en termes d'expérience, en termes de volonté de résoudre les problèmes des populations qui vous ont choisi, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui du bilan du PCRN? Quelles sont les actions concrètes en termes de résolution de ces problèmes, en termes de volonté de développement des localités pour lesquelles vous avez des responsables en fonction? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Très, très rapidement, si on ne prend que la localité de Sonloulou, le maire de Sonloulou a acquis un matériel pour l'entretien routier. Et vous savez, le tronçon entre Sombengue,
et son Lolo justement, est l'un des plus enclavés de cette commune-là. Était jusqu'à ce qu'il ait acquis ce matériel. Et grâce à ce matériel, justement, il a reprofilé ces différentes routes, et non seulement celles-là, les routes de sa commune. Au niveau des autres mairies, il y a des projets qui sont implémentés en termes de plantation villageoise, par exemple, en termes de champs semenciers que l'on redistribue aux paysans pour leur permettre, n'est-ce pas, de prendre en main leur propre développement. Et ces différents engins également ont aidé, n'est-ce pas, plusieurs autres communes, n'est-ce pas, qui en avaient fort besoin, non seulement celles dirigées par le PCN, mais également celles dirigées par d'autres formations politiques. On va prendre le deuxième stop de l'émission, cette fois-ci en image avec le concours de Gilbert Mangué qui réassure la réalisation de cette émission. On va aller au marché central de Douala, où on l'a dit dès l'entame de l'émission, il y a eu une bombe artisanale qui a commis quelques dégâts légers. On parle jusqu'à vendredi, les autorités de la police judiciaire et de la gendarmerie qui ont donc ouvert une enquête parlaient de 2 blessés légers. Il s'agit d'une bombe artisanale donc, qui a explosé en ces lieux-là. C'est la première, notamment au marché central. On se souvient qu'à Douala, déjà, il y a quelques années, on a découvert un arsenal presque identique au niveau de la SCDP à Mbopi, qui a été démantelé par les spécialistes de ces affaires-là. Au marché central, donc, on va suivre dès à présent une réaction de l'une des victimes, témoins de ces événements-là. Bon, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas regardé la montre. Je suis resté jusqu'à comprendre seulement, boum! Je regarde, je vois les trucs comme la fumée qui monte. Je regarde mon pied, je vois, il y a les trucs sur ça, le masticon. Il y avait les billes, la bille a tapé mon pied ici, là. J'étais obligé d'aller prendre l'eau pour me nettoyer. Bon, là, d'après le constat que les gendarmes, les policiers ont fait, ils ont dit que c'était une bombe artificielle. Oui. Bon, on n'a pas vu vraiment qui a posé. Puisqu'il y a une moto qui passait, il y a des gens qui étaient en face qui ont témoigné que bon, c'est tombé d'une moto. Donc on n'a pas vu qui a posé ça pour de vrai. Vincent Yende, doit-on avoir peur de marcher, circuler dans les rues de Douala? Yaoundé également en a déjà fait l'expérience. Hein. Je ne parle pas des régions du nord-ouest ou du sud-ouest où c'est une autre réalité. Écoutez, ces bombes artisanales qui explosent nous rappellent à tous que notre pays est en difficulté depuis 2016. Et c'est l'occasion pour les services de sécurité, n'est-ce pas, de redoubler de vigilance. Les bombes artisanales avaient commencé par exploser, je crois que vous l'avez dit ici à Douala, du côté de la SCDP. Et puis, on n'en a plus entendu parler. C'était du côté de Yaoundé. Et cette fois-ci, c'est revenu à Douala pour ne parler que de la partie anglophone, parce que de l'autre côté, c'est constamment que cela s'est fait à un moment donné. Donc, tel que je le disais, ça interpelle les pouvoirs publics, n'est-ce pas, pour accélérer les réformes, pour engager le dialogue, afin de juguler, n'est-ce pas, cette crise qui n'a que trop duré de notre point de vue. D'accord. On va parler à présent des questions de la décentralisation. Vous diriez, peut-être avant les commentaires, c'est une épine dans la chaussure Cameroun. Vous savez, à l'époque, il y avait le débat. Fédéralisme, régionalisation, décentralisation, dont je remets la question, est-ce une épine, le choix pour la décentralisation proposé par le candidat du RDPC, Paul Biya, et validé par les Camerounais à travers son élection en 2018 à la présidence de la République? En réalité, les textes qui gouvernent, qui légifèrent sur la décentralisation, s'ils ne sont pas parfaits, tout au moins leur application nous aurait permis d'évoluer. Mais force est de constater, pour le regretter, que même ces textes-là, qui jusqu'à présent ne sont pas parfaits, ne sont pas du tout appliqués. Il y a par exemple la dotation pour la décentralisation qui est de 15%, qui jusqu'à présent n'arrive pas
alors que c'était le minimum fixé par les textes. À la réalité, on se rend compte que la dotation ne dépasse pas 7%. Donc, à ce niveau, on peut dire le problème, ce n'est pas seulement les textes, mais leur application. Et c'est ce qu'on a souvent dit, que le Cameroun a beaucoup de bons textes, mais qui ne sont pas toujours appliqués. Que ce soit la décentralisation, que ce soit le fédéralisme ou le régionalisme, ce qui importe, ce n'est pas ces noms, mais c'est le contenu. Il y a une aspiration profonde des Camerounais à se prendre eux-mêmes en charge, à gérer eux-mêmes les affaires qui les concernent. Et donc, tout ce qui concourt à leur donner la possibilité de s'autodéterminer sur leurs questions de développement, sur les priorités, est la bienvenue. Donc, la décentralisation ne peut pas être une épine, n'est-ce pas, dans la chaussure du Cameroun, mais on dira que c'est son application qui fait problème. Et là-dessus, d'ailleurs, nous, au PCN, on a proposé le fédéralisme communautaire, n'est-ce pas, qui devrait donner à la base l'autonomie aux populations de se prendre en charge. On n'attendra plus que la décision parte de très loin, mais elle partira du bas vers le dessus. Et oui. Je vous laisse terminer et puis... Voilà, donc pour finir avec le fédéralisme communautaire sur la question, nous disons que nous aurons au niveau des communes la possibilité, n'est-ce pas, d'implémenter le développement. Bon, on en parle peut-être en un mot tout à l'heure. Vous savez que également c'est un concept qui a suscité beaucoup de polémiques. Dans un environnement où la tribalité, le tribalisme et autres regroupements communautaires sont décriés par certains, qui ont peut-être, dont la voix porte peut-être plus haut que d'autres. Cela dit, pour revenir sur des questions essentiellement de décentralisation, il y a quand même cette, comment je vais le dire, embrouille n'est peut-être pas le terme approprié, conflit de compétences, si on peut le dire comme ça, je sais pour me faire comprendre, hein, oui, entre les mairies de la ville et les mairies d'arrondissement. On le voit au quotidien, hein, en termes de collecte, par exemple, pour faire les choses simples, au TVP, l'occupation temporaire de la voie publique. On le voit à travers l'organisation peut-être des activités comme les mototaxis. Sur les routes, on voit des usagers interpellés souvent par des agents des communes d'arrondissement, d'autres fois par des agents de la mairie de la ville, et ainsi de suite. Je prends des exemples pour que les téléspectateurs nous comprennent. Comment ça se vit dans l'harmonisation de l'organisation de la société pour lesquelles vous, les responsables, vous êtes en charge? Vous parliez tout à l'heure d'une épine dans la chaussure. Je crois que les mairies de la ville sont une épine dans la chaussure des mairies d'arrondissement. Je suis du côté de Douala 3e. Je prends un petit exemple simple. Hein. Il y a au niveau de la montée de Saint-Michel pour aller au BBR, il y a eu un effondrement de la chaussée. Ça fait plus de 6 mois. Ce n'est pas de la compétence de la mairie de la commune de Douala 3e. C'est la mairie de la ville qui doit s'occuper de cela. Ça fait plus de 6 mois. Ce même crew, s'il avait été à Bonanjo, il aurait déjà été remblé. Constamment, les maires sont obligés, les maires des communes d'arrondissement s'entend, sont obligés d'aller faire un plaidoyer au niveau du conseil de la mairie de la ville. Chaque mairie a 10 grands conseillers, en plus du maire, mais leur voix n'est pas prépondérante. Maintenant, c'est le maire de la ville qui est juge de l'opportunité. Et ça pose un sérieux problème parce qu'en réalité, c'est les maires qui ont requis les suffrages des populations. C'est à eux de rendre compte. Malheureusement, sur certains aspects, ils sont limités. Je continue du côté de Douala 3e. Vous allez voir, par exemple, au niveau du passage à niveau, on nous a fait un schéma indescriptible là. Les ingénieurs de la mairie de la ville ont fait un schéma qui ne correspond pas à la réalité de cet endroit-là. Donc, au lieu de résoudre le problème
des embouteillages. Ce schéma qu'ils ont fait là est plutôt à l'origine d'un goulot. De ce côté, ce n'est pas le ministère des Travaux publics? Puisque c'est une... je pose vraiment la question par ignorance, hein, puisque c'est une voie qui dessert le stade de Japoma, il me semble. Les travaux récents ont été faits dans le cadre du CHAN et de la CAN. Donc c'est juste pour savoir si exactement qui est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le maire de la ville parce que, voyez-vous, cette route part du 14e, elle est en pavé. Okay. Elle part du 14e jusqu'à cet endroit-là et elle continue, n'est-ce pas, pour ressortir au niveau de la vallée du château. Et donc, comme je le disais, il y a des situations comme ça où les maires des communes d'arrondissement sont totalement impuissants. Et comme je le disais, le maire de la ville, c'est lui qui devient juge de l'opportunité. En fonction de ses moyens. En fonction peut-être de ses moyens, peut-être de ses relations avec le maire concerné, et peut-être, même, vous savez qu'il y a toujours des luttes sur le plan politique. Si il n'est pas de sa sensibilité à l'intérieur, il est possible que de manière subjective, qu'il ne s'intéresse pas trop par lui, qu'il s'intéresse à une commune mieux qu'à une autre. Pourtant, si les maires avaient la possibilité, si les maires des communes d'arrondissement avaient les pleins pouvoirs pour exercer toutes leurs compétences, je crois que ça pourrait accélérer le développement de nos différentes communes. De ce point de vue, en attendant peut-être des propositions, comment vous vous organisez en interne? Vous disiez tout à l'heure que vous êtes au sein du conseil municipal à Douala 3e, puisque minoritaire, face à la machine du RDPC. Vous vous organisez comment pour le fonctionnement, qui sait peut-être pour que vos idées passent en tant que conseiller municipal, parce que vous avez aussi des électeurs auxquels vous devez apporter des réponses. Comment ça se passe éventuellement si vous avez des propositions à faire valider dans cet environnement minoritaire? C'est des jeux relationnels, c'est des complicités avec le maire RDPC ou les conseillers RDPC. Finalement, c'est un conseil municipal unicolore dans la prise de décision de la municipalité. Bon, ça se fait sous deux axes. Déjà, au niveau des plénières, en plein conseil, il y a des débats ouverts et vous savez, la pertinence n'a pas de camp. Donc, même si du côté du parti majoritaire, on parle davantage de la discipline de parti. Oui, mais quelquefois, ça dépend des sujets évoqués. D'accord. Il y a des sujets pour lesquels vous pouvez mettre un avis avisé et qui retiennent l'attention de ceux qui décident et qu'ils soient finalement adoptés. Bon, maintenant, il y a également les travaux qui se font en commission. Et dans le cadre des commissions, en réalité, il n'y a pas de couleur politique. Dans les commissions, on fait un travail technique. Je suis par exemple un membre et mes autres camarades sont dans plus d'une commission. Alors moi, je suis dans une commission qui attribue les aides sociales, n'est-ce pas, aux personnes qui le sollicitent. Et dans cette commission, on se retrouve avec un représentant de l'État, le personnel de la mairie, nous sommes 3 conseillers, le représentant du maire. Et les travaux que nous faisons, on les fait en toute liberté, hein, et en toute objectivité. Sur ce point-là, il n'y a pas de couleur politique. Donc, on peut également être intéressant en émettant des avis qui peuvent être pris en compte. Donc, quand on décide, dans le cadre de notre commission, d'octroyer une aide à un citoyen qui en a besoin, dont la maison a pris feu, qui a peut-être besoin d'une aide maladie, qui a peut-être besoin d'un soutien économique, n'est-ce pas, pour engager une petite activité, il n'y a pas de couleur politique, ni pour les bénéficiaires. Ce sont des actions que la mairie mène? Oui, ça c'est des travaux en commission à l'intérieur de la mairie. Et j'ai des camarades qui sont par exemple dans la commission des finances. Quand on parle de finances,
c'est toute la mairie. Ça n'a pas de coloration. Ceux qui sont dans les travaux qui sont exécutés, ils le sont pour le bien de toutes les populations, n'est-ce pas? Donc, en commission, il n'y a véritablement pas de couleur politique. À ce jour, quels sont les grands projets que vous menez à Douala 3e en tant que mairie? Bon, en réalité, ils sont plusieurs. Hein. Ils sont plusieurs. On pourrait parler de, n'est-ce pas, de l'hôtel de ville de Douala 3e qui va être agrandi, n'est-ce pas? Et les financements ont déjà été bouclés. Il y a par exemple le marché. Il y a un marché en construction du côté de Japoma. n'est-ce pas? Les financements également sont bouclés. Ben, il y a également une réforme qui a été engagée. Bon, là, ce n'est pas les travaux, ce n'est pas un projet. Il y a des réformes qui ont été engagées pour ce qui est de la police municipale. Mais malheureusement, ça traîne encore à être adopté par l'État. Parce que comme vous le savez, après le vote de nos délibérations, il faut bien les faire passer, n'est-ce pas, par l'aval, n'est-ce pas, du représentant de l'État. D'accord. Je vous suggère à nouveau de prendre notre reportage. On va à la régie pour l'installation de nouveaux sous-préfets à Douala. Vous le savez, cette semaine, on a vécu l'arrivée de Michel Oumarou à Douala 1er et le décalage, si on peut le dire ainsi, du sous-préfet de Douala 1er pour Douala 4e. Christopher Bidia est donc allé de ce côté de Bonabéry, c'est la ville chef-lieu de Douala 4e, vous le savez. Je vous suggère la prise de fonction de ce qui s'est passé à Douala 1er sous la présidence ou le commandement du préfet Benjamin Boto. De par le président de la République et conformément au décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre sous-préfet. Charged with the responsibility of promoting peace, security and development in the Douala 1 municipality, Oumarou Michel has been installed as a divisional officer for Douala 1. By installing the divisional officer of this municipality, I spelled out some recommendations, notably maintaining peace, order, security. He has to work with the population. Collaboration is very necessary to wipe out banditry by reorganizing vigilante committees so as to get rid of gangs in Akwa or Deido. The newly installed replaces Christophe Fofi, who has occupied this post since 2019. A divisional officer must continue to promote economic, social and cultural development in their municipality. That's what an administrative head is expected to do, promote development, and he should also listen to inhabitants. That is why I mentioned collaboration with the population. This installation ceremony has taken place today, August 4, 2022, in the presence of administrative and traditional heads, chaired by the senior divisional officer for Wuri. Je l'ai dit, le désormais ex-sous-préfet de Douala 1er, Christophe Fofi, est donc allé à Bonabéry. On en reparlera certainement dans nos prochaines éditions. Au quotidien, comment je ne veux pas dire quelles sont les relations, mais comment ça se passe dans la pratique, dans l'exercice de vos fonctions, conseillers municipaux ou bien de maire, dans les relations avec l'autorité administrative, en l'occurrence les sous-préfets? En réalité, il n'y a pas de contact direct entre le sous-préfet et le conseil. Bien sûr. C'est plutôt le préfet qui tient lieu de représentant de l'État. Et pour ce qui est des relations avec le représentant de l'État, ici, il faut dire qu'on est parfois un peu embêté de voir que les élus locaux sont traités comme des gamins. Vous savez, c'est le bâton de commandement, ce sont les instructions. On vous fait arriver à 10 heures. Nous attendons le représentant de l'État selon le programme à 11 heures
il arrive à 14 heures. Puis il ne vient pas s'excuser. Et puis quelquefois, vous voyez le ton avec lequel il parle aux élus. Quelquefois, c'est des intimidations. Parfois, il devient même le modérateur, n'est-ce pas, du conseil. C'est quand même embêtant que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent respecter les élus locaux. Quand nous sommes en conseil, c'est notre conseil. On n'attend pas que le représentant de l'État occupe une place prépondérante. Mais je vous dis qu'il arrive qu'à chaque fois qu'un conseiller intervient, que c'est lui qui répond en lieu et place du maire. Et ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème. On comprend que les gens n'ont pas été préparés, n'est-ce pas, à cette décentralisation-là, à accepter que les gens puissent prendre en charge, traiter des questions qui les concernent sans que le représentant de l'État ne soit obligé d'intervenir. Mais on finit toujours, n'est-ce pas, en toute convivialité. Mais c'est des frustrations que l'on subit quand même. Mais les maires se plaignent également souvent des conflits de compétences sur certaines prises de décision. Vous l'avez vécu déjà, vous, en tant que conseiller municipal? Ne faisant pas partie de l'exécutif, il est difficile quand même que je puisse en parler de manière efficace. Ça se limite au niveau du conseil. Peut-être que, je ne sais pas si dans le cadre de notre mairie, ils ont fait face à ce genre de situation. En réalité, à ma connaissance, non. Alors, la vie d'un conseil municipal, que ce soit au cœur de la mairie ou en termes de conseil, comment ça se déroule? Non, en réalité, en dehors du conseil et des travaux en commission, le conseil municipal n'a rien à faire à la mairie. Maintenant, au quotidien, il est en même temps les yeux et les oreilles du maire pour ce qui se passe sur le terrain, mais également, il est la voix autorisée pour porter à la connaissance du maire les problèmes des populations. Je dis n'importe quoi, un conseiller municipal qui, en sortant le matin, se rend compte qu'il y a des poteaux qui ont obstrué la chaussée, il va porter cette information à l'attention du maire. S'il se rend compte qu'il y a une activité dangereuse qui est en train de se dérouler à l'intérieur d'un certain espace, il va apporter cette information à la connaissance du maire. Donc, au quotidien, c'est ce rôle-là que joue le conseiller. Bon, mais quelquefois également, il peut être appelé à intervenir, mais là, c'est vraiment pour des formalités administratives. Il peut jouer les facilitateurs, ce qui n'est pas en réalité l'une de ses prérogatives. Alors, on l'a suivi tout à l'heure hein, dans le reportage, le premier reportage qu'on a diffusé sur les questions de décentralisation, mais également d'actes de naissance, des problématiques quotidiennes auxquelles les mairies font face. D'abord, quel est le nœud de ce problème? De voir combien de citoyens, souvent très nombreux, ne sont pas en possession de leurs actes. Et à votre niveau, comment est-ce que cela se résout? Non, je crois qu'il y a un problème d'éducation des populations. Quand vous allez très bien voir les parents qui ne réussissent pas à établir les actes de naissance de leurs enfants, très souvent sont en situation de fragilité, soit économique ou sociale, et ne parviennent pas. Bon, maintenant, au niveau de la mairie, il y a des procédures de facilitation, n'est-ce pas, pour permettre à chaque parent de pouvoir obtenir l'acte de naissance de son enfant dans les délais. Et les facilitations à Douala 3e, ce sont lesquelles? Bon, au niveau de Douala 3e, je crois qu'il y a tout un service. D'accord. Tout un service qui s'occupe de cela et qui diligente très rapidement les différents dossiers, n'est-ce pas, pour permettre aux parents d'obtenir les actes de naissance de leurs enfants. Parlons à présent du PCRN, le parti camerounais, ça vous fait sourire. Hein? Je suis content qu'enfin on parle de ma formation politique. C'est le minimum dans une émission comme celle-ci, surtout quand on a un invité qui vient de ce parti. Alors, le PCRN de Cabral Libye, je veux dire,
Jusqu'en 2017, j'ai failli lister une formation très peu connue, je ne veux pas dire méconnue. Vous faites le coup de la présidentielle de 2018, arrivant en troisième avec plus de 6% des suffrages exprimés. Et puis, vous faites le coup de 2020 avec les municipales et les législatives. Vous dites aujourd'hui, vous êtes dans la progression en vue de s'accaparer de toutes les fonctions électives en termes de majorité au Cameroun. Alors, le président Cabral Libir n'a jamais caché son ambition de vouloir diriger ce pays. Absolument. Et donc, diriger ce pays, ce n'est pas seulement le suffrage, la magistrature suprême, mais c'est aussi les mairies, c'est aussi les députations. Et donc, l'étape de 2020 nous a permis de faire une auto-évaluation. On a vu ce qu'on valait en ce moment précis, en février 2020. C'était une évaluation. Et après cette évaluation, donc, on s'est remis au travail et on travaille justement à la conquête de cette magistrature suprême. Et évidemment, nous travaillons pour que les prochaines élections qui arrivent, n'est-ce pas, que le PCN connaisse une véritable, pas ascension, mais qu'il affirme ses prétentions, n'est-ce pas, à diriger ce pays en ayant un maximum de députés, un maximum de mairies. D'accord. Cette semaine, dans une radio locale, à Douala, à Beka, pour la citer, Cabral Libir était invité. Et je ne sais pas si je vais dire qu'il s'est plaint, mais c'est tout comme de ce que on confond ou on assimile ou on indexe le PCRN comme un parti proche, sinon allié au RDPC, d'autant plus que vous aviez déclaré votre parti, que vous étiez à l'époque, du moins jusqu'à présent, un parti de proposants. Cette position, cette indexation-là, je veux dire pour vous, quelle en est l'origine? Quand vous faites l'analyse en interne. Écoutez, tant que l'honorable Cabral Libir restera un challenger sérieux pour la conquête de la magistrature suprême, on fera toujours tout pour essayer de le déstabiliser. C'est juste une stratégie de déstabilisation, vous dites. Ce n'est pas une révélation de fait. C'est le constat que nous faisons. Vous savez très bien qu'il a fait l'objet de beaucoup, mais alors de beaucoup de fausses informations depuis qu'il a déclaré sa candidature à la magistrature suprême jusqu'à présent. Et ça ne s'est jamais arrêté. Bon, donc, ceux qui estiment que leur rôle, c'est de s'opposer à tout, d'accord, qu'ils s'opposent. Mais dites-moi, comment on fait quand on est dans une mairie et que les populations, au niveau du marché de Ndokpassi, à Douala-Croix, parce que je suis à Douala-Croix, bloquent la route au prétexte que les loyers sont chers? Que le maire qui va discuter avec eux revienne avec une délibération où les loyers sont revus à la baisse pour amener la paix à Douala-Croix. Vous faites comment pour vous opposer à une délibération comme celle-là? Comment vous faites lorsque, dans votre commune, les populations ont besoin d'eau? Lorsque, dans une école comme à Ndormbé, une école d'application totalement délabrée, le maire décide de vous faire voter une délibération pour restaurer cette école. Vous faites comment pour vous opposer à cette délibération? Je veux comprendre à quoi servent ces démonstrations-là. Juste pour dire qu'on ne peut pas s'opposer à tout. On ne peut pas s'opposer à tout. Tant il est vrai que pour nous, ce qui compte, c'est le bien-être des populations. Et tout ce qui concourt, nous soutenons tout ce qui concourt au bien-être des populations, en y apportant notre touche personnelle. C'est pour ça qu'à chaque fois, on viendra toujours avec une offre alternative. Et comme offre alternative, justement, nous avons apporté d'une manière globale le fédéralisme
communautaire pour dire la décentralisation, ça ne marche pas, mais nous proposons à côté de cela le fédéralisme communautaire. Donc nous pensons que le combat doit se faire au niveau des idées et pas sur des accusations comme celle-là qui sont dénudées de tout fondement. Fédéralisme communautaire où chacun rentre chez lui pour développer sa contrée, c'est bien cela. Mais vous voyez bien que, encore une fois, c'est juste un cliché. C'est un livre de près de 160 pages. Et là-dedans, il s'agit de restructurer toute la société. On parle de l'éducation, on parle de l'agriculture, on parle de la justice, on parle du sport, on parle de la santé. Et maintenant, on parle de la réforme administrative qui pourrait s'appuyer. C'est juste un aspect. Maintenant, s'il y a une offre alternative, que les gens le fassent. Pourquoi est-ce qu'on résume le fédéralisme communautaire à ce seul aspect-là? Non, il va bien au-delà du fédéralisme communautaire. Et personne n'ira chez lui parce que nous sommes tous chez nous au Cameroun. D'accord. Pratiquement, nous sommes à 2022, près de 3 ans avant la prochaine élection présidentielle. On observe que d'autres partis politiques, RDPC, SDF, MRC, pour citer ceux-là, sont en train de renouveler leur structure de base. Une opération qui ne s'observe pas encore chez vous, hein, PCRN. Je ne comprends pas très bien parce que le PCRN a été confié au président Cabral Libi en mai 2019. Ça fait à peine 3 ans. Et tout ce que nous avons fait entre-temps était de créer ces différentes structures de base à travers la République. Installation, installation, installation. Des comités d'arrondissement, des sous-comités d'arrondissement, des comités de base. C'est tout ce que nous avons fait. Et ces différents bureaux ont des mandats de 5 ans. Donc, nous attendons que ces mandats arrivent à expiration pour renouveler les différents bureaux. Donc, on ne va pas faire le procès au PCRN que nous avons réussi à implanter dans près de 300 communes, alors qu'il n'existait que dans 1 ou 2. Il y a de cela 3 ans encore. On ne va pas nous faire le procès aujourd'hui de ne pas être en train de renouveler. Repartons à nouveau à la régie pour prendre le reportage qui va suivre. On va revenir sur les résultats en termes de statistiques du baccalauréat 2022. Olivier Bouzike, qui en fait l'observation, remarque que les statistiques régressent. Voici les causes. Selon les données statistiques de l'Office du baccalauréat, sur les 137 608 candidats enregistrés cette année, 89 522 ont été déclarés admis sur l'ensemble du triangle national, soit 66,27% du taux de réussite contre 73% l'année dernière. Une régression que les professionnels de l'éducation expliquent par les multiples crises qui ont secoué l'année scolaire. C'est que les enseignants ne pouvaient pas dispenser les cours en bonne et due forme. Parce que, bon, voilà, il y a la canne à gauche, à droite, et tout, et comme ça. Nettement, après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu la grève des enseignants OTS. Beaucoup d'enseignants n'ont pas fini le programme. J'aurais préféré, en tant qu'enseignant, qu'on repousse légèrement la date d'examen, mais cela ne fut pas le cas. L'on constate en outre les contre-performances de la région du sud-ouest, passé du 1er au 4e rang, le nord-ouest également dégringole du 4e au 8e rang sur le classement des régions. Oui, c'est la crise. Donc, plus il y a un taux de participation, plus le pourcentage, le taux de réussite dans la région a de fortes chances de diminuer cette année scolaire, principalement parce que les 2 régions sont de plus en plus rassurées sur le point de la sécurité. Pour remonter la pente, les experts proposent en substance une réorganisation du système éducatif. Les promesses gouvernementales qui ont été faites à l'encontre des enseignants sont déjà en train d'être résolues crescendo. Il faut à tout prix, revoir le système éducatif, revoir les programmes, revoir la façon dont les cours sont dispensés, remettre encore sur le train la pédagogie du fouet. Après les résultats du baccalauréat général, restent ceux du probatoire général dans le sous-système francophone. Peut-être un commentaire sur cette régression en termes de résultats au niveau du baccalauréat? L'année scolaire qui vient de s'achever a été une année difficile, perturbée, n'est-ce pas? Il y a eu la canne.
on a instauré le système de mi-temps. Je rappelle qu'on sortait là du Covid, il y a eu la CAN, et après il y a eu la grève des enseignants. Donc, on peut donc penser que c'est toutes ces choses-là qui ont contribué, n'est-ce pas, à nous donner ces résultats que nous trouvons tous médiocres. Reparlons du PCN. Pour vous, qu'est-ce que ce parti a ajouté, a apporté de plus dans la structure politique, dans l'organisation sociale, dans l'envie du développement des populations? Alors, très rapidement et sans hésiter, le PCN a apporté une nouvelle jeunesse à la politique camerounaise. Vous savez, la plupart des acteurs politiques actuels sont issus des années 90 et ont fini par être domestiqués. Vous savez, 30 ans dans l'opposition, ça use. Les âges avancent, les gens n'ont plus l'entrain du début. Peut-être qu'ils maintiennent leurs convictions, mais les moyens et la réalité finissent par les rattraper. Donc, la venue du PCN a donc apporté ce coup de neuf-là dans la politique, avec des nouveaux acteurs, donc le président Cabral Libye, qui est venu avec un discours novateur. Et parlant du discours, le PCN aujourd'hui, c'est la troisième voie au Cameroun. La troisième voie avec eux, mais la troisième voie avec X également. Entre ceux qui disent que tout se passe bien et ceux qui disent que tout est mauvais, il faut bien qu'il y ait un réconciliateur. Vous dansez les deux pieds. Il faut bien qu'il y ait un réconciliateur. De temps en temps, vous êtes avec ceux qui se passent bien et de l'autre temps, vous revenez avec ceux qui disent que ce n'est pas tout à fait bien aussi. Le président Cabral appelle ça une position pendulaire. Vous mangez à tous les râteliers. Mais non, justement, nous avons décidé de ne pas manger. C'est pour cela qu'on se fait respecter jusqu'à présent. Parce qu'on met en avant les intérêts. Ce n'est pas forcément ce que vos profondeurs disent. Vous direz certainement c'est de bonne guerre. Heureusement que vous le savez déjà. Donc, le PCN doit se faire entendre et se fait entendre. Dans la place publique, pendant les débats, la voix du PCN est celle qu'on écoute le plus. Et je vais vous dire quelque chose. En réalité, la voix du PCN est la voix des Camerounais. Parce qu'ils sont nombreux, ceux-là, qui n'acceptent pas qu'on brûle leur pays. Ils sont nombreux, ceux-là, qui n'acceptent pas que leur pays soit détruit. Mais qui refusent également la mauvaise gestion du pays dont le parti au pouvoir est à l'origine. Et ils le manifestent très bien à travers leur participation aux élections. Vous allez voir que ceux qui participent aux élections, pour la plupart, et qui votent le parti au pouvoir, sont restés quasiment les mêmes. Les chiffres tournent autour de 2,5 millions à toutes les élections. Et ceux qui refusent de participer aux élections, le chiffre reste le même également. C'est autour de 3 millions. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec, qui n'ont pas été jusqu'alors d'accord avec le parti au pouvoir, mais qui n'étaient donc plus d'accord avec l'opposition, qui n'adhérait pas à ce discours. Le PCN arrive donc et leur tient un discours différent aujourd'hui. Un discours conciliateur. Parce que chaque Camerounais, au fond de lui, en réalité, c'est un réconciliateur. Le Cameroun est le seul pays qui est, au moment où les gens s'attendent à ce qu'ils s'embrassent, les gens trouvent toujours le moyen, les Camerounais trouvent toujours le moyen de se reparler, de revenir à de meilleurs sentiments. Et donc, c'est la voix de ceux-là que porte le PCN aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous le disais tantôt que ça va se ressentir lors des prochaines élections, parce que la plupart se retrouvent dans notre discours. Ben, tout compte fait, d'aucuns pensent justement que cette position ambiguë de ni trop d'accord, ni trop contre, est la stratégie de votre parti. Je l'ai dit autrement tout à l'heure, sans être péjoratif, mais la stratégie de votre parti, n'est-ce pas, d'avoir des bénéfices, des avantages, des pouvoirs publics qui sait peut-être, ou des actions au sein de vos mairies communes? Vous savez, nous avons l'avantage d'être venus après les autres. On les a observés à l'œuvre. On les a écoutés.
On les a entendus pendant longtemps. Et on a vu les résultats. Donc, faire la même chose chaque fois et penser obtenir des résultats différents, nous, on ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Nous avons observé et on a effectivement fait le constat selon lequel ce discours-là ne passait pas. C'est pour ça qu'il fallait apporter un discours différent. Et notre posture de réconciliateur, écoutez, si vous voulez ramener la paix entre deux personnes ou entre deux camps, vous ne tranchez pas directement en faveur de l'un ou de l'autre camp. Mais c'est ce que le PCN essaie de faire. Alors, la convention de décembre prochain. Le congrès, vous voulez dire? Le congrès de décembre prochain, qui en principe doit se faire à Ngaoundéré. Quelles sont les projections, quelles sont les perspectives que votre parti ont à ce jour par rapport à ces assises-là? Ben, écoutez... Votre parti... Ah, pardon. Voilà. Vous savez, humain. Le parti qui a à sa tête le président Cabral Libye, en dehors du congrès de Guidigis, n'est-ce pas, les militants ne se sont pas encore retrouvés, les différents cadres ne se sont pas encore véritablement retrouvés. C'est une occasion pour le président de rencontrer tous ces militants, pour les militants de se connaître, n'est-ce pas, de se retrouver. Et maintenant, nous allons faire des choix stratégiques, des orientations politiques, n'est-ce pas, que l'on va donner au bureau politique qui va donc se charger de leur suivi et de leur mise en application. Donc, c'est un grand moment dans la vie de notre parti où on va faire un diagnostic sans complaisance, n'est-ce pas, de notre parcours, où la vision, n'est-ce pas, du parti va être réaffirmée, où le président qui sortira du congrès va en sortir avec une légitimité renouvelée, n'est-ce pas, qui lui permettra donc de se déployer beaucoup plus librement. Et il y a un certain nombre de postes qui vont être promus et qui vont permettre au président de mieux se déployer avec ces nouvelles équipes. Congrès pivot dans la perspective des prochaines échéances électorales? Absolument. Absolument. Et comme je vous le disais tantôt, il va nous permettre, n'est-ce pas, de choisir, de faire des choix, n'est-ce pas, de prendre des décisions, de réajuster, de parfaire notre organisation administrative, de pouvoir à un certain nombre de postes, mais surtout les orientations et les choix, la posture du PCR. Vincent Yende, êtes-vous un fanatique du beignet haricot bouilli? Fanatique, non. Mais comme tout Camerounais, c'est ce qui nous a fait grandir. Et d'ailleurs, je ne manque pas d'en consommer chaque fois que j'en ai l'opportunité. Ben, disons que cette semaine, ce délicieux mets a fait l'objet d'une polémique à partir des réseaux sociaux. Beignet haricot bouilli, un biologiste thérapeute nous a appris que c'est une potion, je vais dire toxique, qui n'est pas forcément bonne pour la santé, qui pourrait évidemment être bref, donner le cancer. Hein. Cancérogène, voilà. Alors, nous avons rencontré une nutritionniste, ben, je ne suis pas faim, rassurez-vous, à Yaoundé, qui essaie de dépouiller cette actualité-là pour nous en dire davantage. Je vais plutôt. Par exemple, dans toutes les rues de Yaoundé, vous trouverez un beignétaria, le fast-food local. C'est un lieu de restauration rapide où le plat principal au menu est le beignet haricot bouilli. Cette formule a vu grandir la majorité des Camerounais sans aucune inquiétude. Mais l'on apprend aujourd'hui, avec un biologiste déclaré sur la toile, le docteur Zoubo, que le plat beignet haricot bouilli est une nourriture poubelle, autrement dit toxique pour l'organisme. Qu'en pense notre nutritionniste? Commençons avec le beignet en lui-même. Alors, la polémique se trouve au niveau du fait que le blé aujourd'hui a été modifié sa formule et il n'apporte beaucoup plus que le sucre et puis des protéines génériques dans le nom, c'est le gluten, dont certaines personnes n'arrivent pas aujourd'hui vu le système tellement épuisé à digérer. L'autre aspect se retrouve au niveau du mode de cuisson. Justement, ce qui est vraiment relevé, c'est le mode de cuisson qui est friture.
de haute température, et non seulement haute température, mais la qualité de la matière grasse qui est utilisée, les huiles. L'origine parfois est douteuse, et l'autre aspect, c'est que les peintures ne sont pas changées, parce que les huiles, lorsqu'elles sont déjà frites à haute température, et 1, 2, 3 fois, ils naissent des composés très toxiques à l'intérieur. Parlant de la bouillie, quels sont les méfaits de cet aliment cuisiné tel qu'on en voit tous les jours dans les bénitariats? La bouillie à base de maïs, s'il est dépulpé, c'est encore plus grave parce qu'il n'y a même plus de fibres. Si le maïs n'est pas dépulpé, ok, il y a encore des fibres alimentaires qui peuvent ralentir le passage du sucre dans le sang. Mais il se trouve que les procédés de fabrication de cette bouillie, il faut fermenter, il faut verser l'eau, ensuite il faut laver à plusieurs eaux lavées. Ça lessive une bonne partie des micronutriments, c'est-à-dire vitamines et minéraux, qui sont très très manquants dans notre alimentation moderne d'aujourd'hui. Nous avons tellement de ce qui est macronutriments qu'on a plutôt besoin des micros qui parlent. Et une fois de plus, on a là un concentré de sucre simple et de sucre complexe, plus on ajoute de sucre à l'intérieur. Et le haricot alors, qu'en est-il exactement? Le haricot de prime abord, c'est des petites pilules nutritives qui apportent des fibres, des protéines, des vitamines, des glucides complexes, des minéraux. Mais le problème, une fois de plus, va se poser au niveau de la cuisson. Si le haricot n'a pas été pré-trempé, parce qu'il y a des facteurs antinutritionnels dans le haricot, les phytates, et surtout un sucre que le corps ne digère pas bien, c'est lui qui crée des flatulences, des ballonnements. Donc il faut tremper au moins 10 à 11 heures de temps avant de cuire, pour que ce sucre qui est trop soluble parte dans l'eau. Une fois que c'est fait, si on a trop cuit notre haricot, il se comporte, on parle de la glycation, il se comporte maintenant comme un sucre et non comme une protéine et tout ce qu'on recherchait là-dessus. Il faut reconnaître que le rendez-vous de la formule BHB dans les bénitariats est devenu une vraie tradition au Cameroun. Tout compte fait, l'opinion continue à savourer ce délicieux repas. Alors, reparlons du PCRN, ou alors poursuivons avec cette conversation autour de votre parti. Aujourd'hui, donc, vous dites, vous avez fait un grand pas, mais dans un environnement évidemment marqué par, d'aucuns l'appellent l'opposition, c'est-à-dire ces rivalités politiques entre partis de l'opposition qui rejaillissent souvent sur la toile, qui rejaillissent dans les débats publics, dans les débats télévisés. Est-ce que ce ne sont pas des attitudes, des stratégies qui confortent le parti au pouvoir, pour lequel, éventuellement, vous dites ensemble vouloir avoir le départ? Ce ne sont pas des stratégies, je le demandais, qui confortent le parti au pouvoir? Malheureusement, oui. Et c'est regrettable. Nous avons toujours souhaité avoir des débats autour des idées. Mais malheureusement, très rapidement, on se retrouve entraîné vers ce que le président appelle la distraction. Et c'est ce que nous faisons au niveau de l'opposition. Vous savez, quand les gens n'ont pas des arguments à vous opposer, ils disent n'importe quoi pour perdre de temps. Et c'est regrettable parce que, au vu de ce qui se passe, on voit très bien que le parti au pouvoir se prépare, n'est-ce pas, pour la prochaine présidentielle. On voit comment les gens se positionnent à l'intérieur. Mais du côté de l'opposition, pas grand-chose. On continue à s'équiper, on continue à propager des nouvelles qui ne sont pas toujours à la faveur de nos concurrents et pas nos adversaires. Et donc, toutes choses qui contribuent effectivement à reconforter le parti au pouvoir dans sa position actuelle. Et pourtant, vous êtes quand même dans une plateforme de collaboration pour la révision du système, voire du code électoral. Comment vous essayez de... Comment vous, au PCN, vous gérez ça? Ces tiraillements de ceux qui sont censés être vos alliés sur certains domaines et puis... Vous savez, de tout temps, au Cameroun, il s'est toujours posé le problème de la sincérité des acteurs. Est-ce que les acteurs en présence sont sincères? Selon vous, qui sont ceux qui ne le sont pas? Nous pouvons faire un constat simple. À chaque fois qu'une actualité nous concerne et qu'elle ne nous est pas favorable, on voit très bien que les gens s'en délectent. Ceux qui sont supposés être nos partenaires, n'est-ce pas, ils n'hésitent pas. Vous avez un nom, les IF, MRC Non, il ne s'agit pas ici de citer les noms, mais de déplorer une attitude, n'est-ce pas, de la classe politique camerounaise. C'est pour ça que je plaidais tantôt pour le renouvellement de la classe politique. Parce que je pense qu'avec des nouveaux acteurs, il sera beaucoup plus
facile au président Cabral, qui est tout nouveau sur la scène, de s'entendre avec ceux-là que de le faire avec les plus anciens. Même si parmi ceux qui sont là, il y a peut-être un ou deux avec qui ça se passe très bien. On va prendre encore un reportage dans le cadre de cette émission. Du côté de la régie, on va évoquer à présent ces exclusions qui ont eu lieu cette semaine au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'abord, avec ce conflit électoral à l'ouest, à Bafoussam, où Emmanuel Kweka, accusé par le secrétaire général du parti, s'est vu exclu, mais aussi l'un des communicants du parti de Maurice Kamto a vu sa carte définitivement déchirée. Il s'agit de Alès Nguepi. Reportage. Depuis le début de cet après-midi, des documents circulent dans les réseaux sociaux faisant mention de ce que Maurice Kamto et son état-major chassent un militant rebelle des rangs du MRC. Emmanuel Kweka, ancien candidat recalé au poste de secrétaire de la Fédération régionale de l'Ouest, il vient d'être exclu du parti pour avoir, entre autres, entrepris des démarches auprès des autorités administratives en vue de faire interdire la tenue des élections internes pour le renouvellement des organes de base du MRC dans la Fédération régionale de l'Ouest. Cependant, au sein du parti, cette exclusion divise. S'il y a un tel document qui existe où le président Kamto signe, où son nom est précisé dans la signature du président Kamto, c'est autre chose. Ce sera de l'État parce que j'estime que voilà, ils sont fâchés d'avoir été dans une liste suspendue, ils ont fait recours à la justice, c'est leur droit, c'est prévu par nos statut. Et aller à exclure un militant, jusqu'à exclure un militant, c'est fait, je trouve cela un peu excessif. La décision de CMA relative à la plainte du secrétaire général Christopher, qui recommande que je sois exclu. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu un document où le directoire a siégé et a acté mon exclusion. Je n'ai aucun document, donc j'ai juste vu la notification du directoire. Il faut dire que, bien qu'avant l'exclusion d'Emmanuel Kweka précisément, dans un communiqué, les responsables de la Fédération du mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'Ouest ont dénoncé une tentative de déstabilisation du MRC. Oui, notre objectif n'est pas d'exclure les militants. Nous avons besoin de militants, de tous nos militants. Mais en même temps, nous disons clairement que nous n'allons plus tolérer l'indiscipline. D'où qu'elle vienne. C'est tout simplement cela. Donc, les procédures en matière disciplinaire seront dorénavant actées et suivies pour que nous bâtissions ensemble un parti où règne la discipline, où règne l'ordre, où règne la concorde. Au vu de ce qui précède, l'on est tenté de dire que les hostilités n'ont pas dit leur dernier mot au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette actualité vous suscite un commentaire. Les exclusions au PCN, vous dites, c'est de bonne guerre. Au MRC, vous l'avez dit. Au MRC, pardon. C'est de bonne guerre, c'est juste de sanctionner des militants qui ne sont pas disciplinés. Vous dites que quel qu'en soit le cas, l'exclusion d'un parti politique ne devrait pas être quelque chose à faire. La principale difficulté des organisations politiques, c'est la discipline de leurs troupes. Je crois que même le parti au pouvoir n'y échappe pas. Il faut absolument discipliner ces militants. Et la discipline, c'est d'abord le respect des textes, le respect des institutions, des organes du parti. Et donc, je crois que ceux qui ont été exclus là, lorsqu'on regarde leur attitude, on comprend que c'est une exclusion méritée. Parce qu'il faut absolument marquer les esprits. Sauf que lorsqu'on observe bien cette formation politique, qui a passé plus de 3 ans dans la contestation, on peut comprendre que ces cadres qui n'ont été habitués qu'à la contestation aient continué à contester, même à l'intérieur du parti. Ce qui malheureusement leur coûte leur exclusion. Absolument. Absolument. Mais il est important que les organisations politiques disciplinent leurs militants.
Ben, je veux dire que vous-même également au sein du PCRN, vous avez fait l'objet, vous faites l'objet, je ne sais pas, si c'est d'une exclusion, d'une mise à l'écart, parce qu'on peut aussi s'auto-exclure, hein, d'une mise à l'écart, d'une observation, d'une prise de distance, vous allez définir cela. Mais on ne peut pas dire que c'est la grande sérénité également, tout au moins en ce qui vous concerne, au regard de l'actualité récente. Non, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est sous contrôle, n'est-ce pas? Le président... C'est très philosophique, là. Mais non, c'est la réalité. Situation sous contrôle. Vous êtes revenu dans le groupe de communicants du PCRN à déployer. Je ne souhaite pas vous prononcer là-dessus maintenant parce qu'il y a eu une réunion de crise, comme vous le savez, depuis la semaine dernière. Et nous attendons que les résolutions de cette réunion soient mises à disposition, n'est-ce pas, pour que l'on sache. Mais il est important quand même que l'on sache qu'il n'y a pas de super militant. Il n'y a pas de super militant. Lorsqu'on est dans une organisation et qu'on est sanctionné, il faut se soumettre à la sanction. Même si on la trouve injuste, il faut d'abord, n'est-ce pas, accepter de purger, si on peut appeler ça peine, de purger sa peine. Et après, maintenant, voir quelles sont les voies de recours que l'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour bénéficier soit d'une grâce, soit de la fin de l'exclusion, donc de la fin de la suspension. Donc, dans mon cas, j'ai opté, n'est-ce pas, juste pour ce qui est de l'équipe de la com du littoral. La com est nationale, juste au niveau du littoral où j'estimais, à tort ou à raison, hein, certains sentiments, peut-être humains, n'est-ce pas, qui m'a laissé croire à un moment donné que peut-être qu'on ne voulait plus que je communique pour le parti. Mais, tel que je le dis, à aucun moment il m'est arrivé de contester cette décision. Est-ce que pour ceux qui sont exclus, pour revenir par exemple sur le cas du MRC, notamment Alex Guépi, dont on sait quand même qu'il est très engagé, tout au moins il était très engagé pour ce parti. On l'a vu monter au créneau dans le sens de la communication du parti. Est-ce que finalement, ce n'est pas souvent aussi les décisions, soit des organes dirigeants, soit du principal dirigeant du parti, qui frustrent certains militants au point où ces derniers, de leur petite voix qui très difficilement se fait souvent entendre, se sentent obligés de faire trop de bruit, que d'aucuns qualifient d'indisciplinés, au point de s'en voir exclure? Vous savez, il y a aussi un effet média. Hein. Lorsque vous passez dans les médias, à un moment donné... Il y a risque de se prendre la tête. Oui, absolument. Parce que, pour ne parler que de Nguépi, à aucun moment, il n'est resté tranquille. Il a continué à défier le parti, il a continué. Non, c'était vraiment de l'indiscipline notoire. D'accord, on va finir par là. Vincent Yindé, j'aurais bien voulu vous présenter des images du stade de Japoma. Oui. Bon, malheureusement, ils ne sont pas prêts là. Mais toujours est-il que vous avez suscité nos débats. Je ne vais pas dire polémique. C'est peut-être pour faire le buzz, je ne sais pas trop, mais vous allez nous en dire. Vous êtes allé faire votre sport dans une aile, dans un espace proche du stade de Japoma. Vous avez publié des images sur votre page Facebook. Et très rapidement, on a pu voir que la communication de cette institution-là a réagi avec des images, je ne sais pas si je vais dire plus gaies, plus agréables, dépourvues de l'espace vert que vous aviez présenté comme étant non entretenu. Vous avez découvert ces autres images-là et puis vous vous êtes dit, peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ben non, écoutez, samedi, c'était la journée sportive de la région. De la région. Semaine, oui, donc, tous les responsables de la région étaient au stade de Japoma et ont vécu et ont vu avec moi ces images-là, ont vu dans quel état est le stade. À l'intérieur du stade? À l'intérieur du complexe, à l'intérieur de la barrière, ce n'était pas à l'extérieur. Bon, maintenant, vous savez, je sors d'une commune où on a des très beaux jardins, très bien entretenus. Et je ne comprends pas que quand j'arrive au stade, que des jolies fleurs que j'avais vues 2-3 mois plus tôt soient toutes envahies par des herbes. Et je me dis, écoutez, il y a la mairie de la ville qui perçoit des quotes-parts dans les recettes de ce stade. Et lorsqu'on va dans le code des
collectivité territoriale décentralisée, on se rend bien compte que l'entretien des espaces verts et des jardins revient aux collectivités territoriales décentralisées. Mais seul que le stade est une propriété de l'État. C'est une propriété, je ne sais pas s'il y a déjà eu rétrocession, mais c'est bien le ministère des Sports qui s'en occupe. Je peux me tromper aussi. Je pensais justement au fait que le MINSEP pouvait s'appuyer sur l'expertise technique de la mairie de la ville qui a l'habitude d'entretenir des espaces verts pour le faire. Donc, mon poste, ce n'est pas un poste polémique. Et si vous le lisez très bien, je pose la question, et si on confiait l'entretien à la collectivité territoriale décentralisée haute? Malheureusement, il y a des gens qui ont pris ces images et qui ont fait du Cameroun bashing. Ce qui était loin de mon intention, qui au départ voulait juste que le stade soit mieux entretenu. À partir du moment où vous les avez mis sur l'espace public, chacun a fait... Malheureusement. Vous ne regrettez pas d'avoir interpellé, ou alors vous regrettez l'usage, mais vous dites que c'était juste néanmoins pour attirer l'attention des... Absolument. Et le message est passé, parce que je suis sûr que ces espaces vont être mieux entretenus désormais. Tout compte fait, on a pu voir des images, c'est certainement peut-être après votre coup d'appel, votre coup de gueule, votre cri, qu'on a pu voir un stade de Japon un peu mieux, ou du moins regaillardi. Sauf que c'est un autre angle de ce stade qu'on a fait le choix de nous présenter. Ça aurait été bien de revenir là où vous étiez. Sur le même endroit et de montrer que ça a changé. Vincent Yédé, merci infiniment d'être venu pour 90 minutes analyser et commenter les sujets de la semaine tels qu'observés par la rédaction de STV. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé à nouveau cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous dis un bon début de semaine. Bonsoir.